programme de ces premières assises de la transition organisées par Cosen Agglo en faisant un focus sur les mobilités bas carbone. La vallée de Seine, un territoire à enjeu pour l'organisation des mobilités bas carbone, des infrastructures d'avitaillement aux usages. Une discussion stratégique d'une trentaine de minutes. Le masque, c'est compliqué quand on parle en même temps. Et puis ensuite, on va découvrir des solutions proposées par des acteurs qui sont ici sur le territoire normand et ailleurs pour proposer des solutions concrètes, opérationnelles. Pour cette première séquence, j'invite à me rejoindre en tribune Virginie Carolo-Lutreau, présidente de Cosen Agglo. Également Frédéric Moulin, délégué territorial Val-de-Seine GRT Gaz, et Hubert Dejean de la Bâtie, vice-président de la région Normandie en charge de la transition environnementale et énergétique. Et ainsi que Kamel Belgachem, vice-président aux mobilités de Cosen Agglo. Merci à vous d'être à mes côtés pour cette première séquence. On va introduire cet après-midi consacré aux mobilités bas carbone. Alors, je tiens à excuser également le préfet Sanjuan, le délégué interministériel à la vallée de la Seine, qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute et il n'est pas avec nous cet après-midi. Les mobilités bas carbone, un enjeu lorsque l'on parle de climat, de dérèglement climatique. C'est une part importante des émissions de gaz à effet de serre, on le sait, et vous, les uns et les autres, vous travaillez à différentes échelles, et j'aimerais comprendre justement comment vous envisagez et appréhendez ces enjeux de mobilité bas carbone à ces différentes échelles, justement. Je vais commencer avec vous, Hubert Dejean de la Bâtie, pour que ensuite Virginie Carolo puisse réagir justement à cette articulation entre région et locale. Allez-y. Donc c'est ça, ok. Et alors vous voulez quoi? Vous voulez savoir quoi, ma chère? Dites-moi tout. Comment la région, justement, s'empare de ces enjeux de mobilité bas carbone? Quel est votre agenda en la matière? Alors d'abord, la région a un rôle de chef de fila, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas la région qui fait tout, mais la région coordonne et surtout, elle essaye de mettre en réseau tous ceux qui interviennent. Parce que si vous prenez les mobilités bas carbone, l'hydrogène, pour prendre un exemple tout simple, tout le monde est en train de travailler sur l'hydrogène. Alors, comment éviter que ce soit une espèce de mouvement désordonné, brownien, où certains partent sur du biogaz, d'autres sur de l'hydrogène, etc. Comment est-ce que ça peut être cohérent et constituer un mix énergétique puissant? Ça, c'est la question et c'est là-dessus qu'on travaille. Car, je le rappelle, aucune autre région française n'a un mix énergétique aussi puissant que la Normandie. Nous avons tout. J'allais dire, nous avions tout, puisque nous avons fermé une centrale thermique, d'accord, pour de très bonnes raisons, mais nous avions toutes les productions d'énergie, 2 centrales nucléaires. Bon, on n'a pas d'hydraulique, c'est vrai. Par rapport aux Alpes, on aurait pu... Enfin, c'est infinitésimal, la production d'hydroélectricité, mais on a tout. Et vous le savez, avec les projets d'éolien offshore, on est en train de devenir la première région française sur les énergies marines renouvelables et de très loin. Alors, l'idée de la région, c'est ça, c'est d'essayer de combiner de dire, on a le dit dès le début, je vais vous raconter une petite anecdote qui remonte au premier mandat où on arrive avec Hervé Morin, tu t'en souviens Didier, on arrive avec Hervé Morin et on nous dit, écoutez, Dejean, vous allez être enquiquiné parce que vous récupérez l'énergie. Or, en Haute-Normandie, ils étaient à fond sur l'électricité parce qu'il y avait l'usine de Cléon de chez Renault qui faisait de la Zoé, donc on avait tout misé sur l'électricité. Et puis en Basse-Normandie, la Manche avait été pionnière en matière d'hydrogène. Elle leur dit, vous allez être bien enquiquiné parce qu'il va falloir choisir, vous allez sur l'électricité ou vous allez sur l'hydrogène. J'ai dit, mais attendez... Les deux, mon capitaine. Voilà, on va surtout... Aucune autre source d'énergie ne peut, à elle seule, remplacer les hydrocarbures dont nous sommes très fortement dépendants. Donc voilà, c'est clair. Donc à nous de trouver des solutions. Et la région, elle a fait ce constat-là, et depuis, elle essaye d'encourager toutes les initiatives et surtout de les coordonner. C'est long parce qu'il ne faut pas briser les élans qui se trouvent un peu partout sur tous les territoires. Il faut essayer de les mettre en rapport et surtout de regarder ce qui se fait aussi. C'est un peu la mission de la région, c'est de regarder un peu ce qui se fait aussi ailleurs, puisque par exemple, chez nos amis, on a fait un consortium du Grand Ouest avec la Bretagne et les Pays de la Loire, et en Bretagne et les Pays de la Loire, il y a des choses très intéressantes qui se font.
sur l'hydrogène en particulier, avec le projet LIFE en Pays de la Loire. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à mettre tout ça en synergie, de partager les expériences et surtout d'être en veille sur toutes les initiatives qui sont intéressantes et qui peuvent être faites sur notre territoire. On va revenir tout à l'heure justement sur des solutions très précises. Alors, un chef de fila et Virginie Carollo, les territoires en première ligne pour agir. Cosenaglo porte un plan climat. La question des mobilités, c'est au cœur de vos réflexions. Oui, c'est vrai que j'ai envie de remonter d'un cran, de parler des mobilités tout court. Cette nuit, je me suis réveillée, parce que je suis enrhumée, comme tout le monde au mois de novembre à peu près. Et puis, je me suis dit, mais les mobilités, c'est quoi? Et je le disais tout à l'heure, les mobilités, pour moi, il y a 2 grands enjeux. Je suis un peu déçue, les lycéens sont partis. Parce que je pense que le premier enjeu, c'est de savoir comment eux, ils voudront se déplacer demain. Et je salue le Conseil de développement qui s'est saisi de la question pour dire, nous, on va essayer de travailler avec les jeunes pour savoir ce que les jeunes veulent et ont besoin. Et la mobilité, c'est essentiel pour que des territoires comme le nôtre, alors, pas interstitiel, on n'est pas un tissu plein de flotte comme des fois on entend, interstice, on n'aime pas, on est un territoire vivant avec une grande zone d'activité entre 2 grands pôles métropolitains, même 3 si on prend Caen. Comment on fait pour que les jeunes puissent vivre sur ces territoires par le biais de la mobilité? Le deuxième axe, c'est cette mobilité entreprise, industrielle, le fret. Vous l'avez dit, c'est une grande consommation. D'ailleurs, l'usine d'hydrogène, de massification de production d'hydrogène, elle vit elle-même d'un transporteur. C'est un transporteur investisseur qui s'est dit, moi, je veux décarboner mon fret, je veux décarboner mes camions, eh ben, je vais pas attendre que quelqu'un le fasse, je vais investir dans un process d'usine de massification d'hydrogène, 56 000 tonnes. C'est vraiment pour nous les 2 choses à inventer. C'est la mobilité des jeunes et la mobilité des entreprises. Kamel reviendra sur les projets concrets que Cosenaglo a en la matière. Et ça, c'est quand vous croisez les deux, des jeunes qui viennent travailler dans le territoire et que vous les questionnez, c'est ce qu'a fait Cosen Développement, ils vous le disent, moi je rêverais d'aller au boulot en vélo. Je rêve aussi d'un bar et d'une résidence sécurisée. Le bar, on a trouvé, la résidence sécurisée, on leur a expliqué que c'était plus nécessaire à ce point-là. Mais en tout cas, avoir l'idée d'aller en vélo à son travail, c'est une vraie volonté, peut-être pas de notre génération. Celle-là, faut peut-être la laisser de côté sur ces choses-là. C'est pour ça que c'était intéressant de faire venir les jeunes. Et puis, le troisième point, c'est le changement de culture pour tous les autres. Et le changement de culture, ça passe par des outils faciles de décarbonation de nos mobilités. Donc, nous, on a choisi, entre l'œuf et la poule, entre financer les voitures électriques et mettre les bornes, on a choisi les bornes. Pour un territoire comme le nôtre, 27 bornes d'implantées et des bornes gratuites et des bornes à TPE. Je le dis, c'est anecdotique. Mais hier, j'ai voulu charger ma Zoé ailleurs. Et je me suis retrouvée avec des bornes, merde, abonnement SDE. Ah, merde, abonnement telle ville. Et j'en ai trouvé une gratuite à la plage du Havre. Et je me suis dit, mais quand même, le bon sens, afin d'accéder à cette mobilité décarbonée à tout le monde, c'était surtout de faire des choses gratuites, pratiques. Donc, on a besoin de concerter. On a besoin de mettre des acteurs autour de la table, comme on a aujourd'hui sur les assises de la transition énergétique autour de la mobilité, pour savoir ce qui est issu du bon sens, qui a fonctionné ailleurs, pour pouvoir le dupliquer sur les territoires. Et nous, Cosenaglo, c'est ce qu'on cherche à faire. On a nos idées, mais on ne peut rien faire sans les partenaires. En premier lieu, la région, chef de file, ça veut pas dire qu'elle fait tout, mais on fait rien sans elle. Ça, c'est très clair. On attendait un petit peu les commentaires du préfet Sanjuan sur le France Relance 2030, qui amène certainement énormément de projets sur la décarbonation de la mobilité, mais c'est pas grave, on va avancer, c'est pas aujourd'hui qu'on va déterminer le plan. Mais nous, dans notre plan climat-énergie territorial et dans nos ambitions sur la transition énergétique, on a mis ça au cœur. Il faut que l'usager soit celui qui fasse émerger les projets. Pour nous, c'est essentiel. On a besoin de faire des choses utiles et opérationnelles. Alors, l'hydrogène, pour nous, c'est d'abord la décarbonation sur Cosenaglo, et puis demain, les mobilités, les tracteurs, plutôt le maritime aussi, je crois. Hubert, je ne sais pas si tu interviendras là-dessus, mais Jean-Baptiste Gastine, qui est aussi vice-président de la région, travaille énormément sur la décarbonation du fret maritime. Et après-demain, les mobilités légères, et après-demain, peut-être le power to gas, le chauffage, etc. Mais c'est un champ incroyable des possibles, et nous, on s'est saisi des sujets des jeunes et du professionnel pour trouver des outils adaptés à notre territoire, qui n'a pas une densité urbaine dans laquelle le transport urbain classique pourrait s'implanter, mais qui a de bonnes idées pour pouvoir mailler ce territoire et le désenclaver complètement pour ceux qui veulent y vivre et y travailler.
Alors dans ces enjeux de mobilité bas carbone, on entend déjà la brique de la stratégie de la coordination, la brique des usages, être au service du territoire, de ceux qui le font vivre. J'aimerais savoir, vous, Frédéric Moulin, en tant que délégué territorial Val-de-Seine de GRTgaz, comment vous appréhendez ces enjeux et quels sont les horizons à court peut-être et aussi à moyen long terme que vous visez? Alors, bonjour à toutes et tous, même si je suis sûr que tout le monde connaît GRTgaz, je vais quand même prendre la peine de redire en un mot. Donc nous sommes le gestionnaire du réseau de transport de gaz sur l'essentiel du territoire national. Donc nous exploitons des canalisations à haute pression, dont certaines importantes passent ici sur le territoire, et notamment pour alimenter les grands clients industriels et les grands bassins de consommation. Alors nous sommes intéressés à la mobilité depuis longtemps, et particulièrement sa mobilité au gaz, donc ce qu'on appelle le GNV. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Pour essayer de répondre à votre question, ce qui me semble important, et aussi pour rebondir sur ce que vient de dire la présidente, c'est que finalement, il me semble que pendant très longtemps, quand on a parlé mobilité ou dans nos pratiques de la mobilité, parce que finalement peut-être qu'on n'en parlait pas assez, la question des infrastructures a été quand même un impensé important. Je crois que personne ne s'est jamais réellement posé la question, sauf en situation d'urgence au bord de la panne d'essence, de savoir où est-ce que je vais bien pouvoir trouver une station. On voit que quand on veut développer des mobilités alternatives, alors pour les habitants et pour les entreprises, la question de l'infrastructure arrive. Donc ça, c'est une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est que quand on se projette sur un corridor comme celui de l'axe Seine, qui est aussi un corridor avec une complexité logistique extrêmement importante. On parle de mobilité terrestre, on parle de report modal, on parle du fleuve évidemment, on peut parler du ferroviaire aussi, du maritime. On voit que ces questions d'infrastructure prennent une dimension encore plus importante. Et nous, notre contribution en tant qu'opérateur de réseau et en tant que gestionnaire d'infrastructure, c'est d'essayer de contribuer à cela et à se dire finalement, comment est-ce qu'on peut travailler sur une forme de planification, j'ose utiliser ce mot, qui est peut-être un peu dévalorisé aujourd'hui, mais qui me semble important, de comment on construit une vraie planification des solutions qui vont permettre aux usages, à des nouveaux usages qui vont se transformer, à des usages peut-être multimodaux, à des stations multi-énergie, etc. Donc vraiment une complexité à inventer, mais ça me semble absolument nécessaire que, sans doute à la dimension de l'axe Seine, même si ça peut être ambitieux sur certains sujets, mais vraiment essayer de réfléchir à comment on va pouvoir articuler, coordonner, planifier des solutions d'avitaillement. Et je pense qu'aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à ça, on aura du mal à avoir vraiment un effet de passage à l'échelle et donner toute la puissance nécessaire à la transformation nécessaire de l'ensemble des mobilités sur l'axe Seine. Alors, dans le cadre du contrat de plan interrégional, le CPIER, il y a évidemment cet enjeu des mobilités bas carbone qui est identifié. Il y a eu des appels à manifestation d'intérêt, transition écologique et valorisation économique. Et au sein de cette AMI 2020, il y avait l'étude Avicaf Seine. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Parce que ça répond justement à cet enjeu, ces briques, stratégie, usage, infrastructure, transport. J'en dis un mot. Effectivement. Donc, avec 3 partenaires importants, VNF qui est le pilote de cette étude, Aropaport, c'est comme ça qu'on dit maintenant, et puis la Banque des Territoires. Donc, nous avons justement proposé aux délégués interministériels au développement de la vallée de la Seine de travailler sur ce sujet. Avec aussi une problématique un peu particulière sur le fluvial, puisque sur le fluvial, on a aussi des questions de modèles économiques qui permettront la mutation des flottes, le report modal. On est sur des questions assez complexes, donc le principe de cette étude, donc, qui s'appelle AVICAF, le joyeux acronyme pour avitaillement en carburant alternatif à faible émission, vise à justement proposer sur l'axe Seine de schéma directeur d'avitaillement. C'est un qui va commencer. Je vais essayer soit de bouger, soit de pas bouger. Donc c'est un qui va commencer dans les semaines qui viennent, nous espérons. Et puis, là, je crois qu'il y a un petit. Ça coupe. On va changer de micro. Oui, ça sera mieux. Donc un projet d'étude. C'est bon là? Ouais. C'est bon. Un projet d'étude pour proposer. Alors, pour d'abord étudier les différentes solutions technologiques. On a quand même
des problématiques d'innovation, de rupture technologique, y compris de réglementation qu'il faut absolument pas négliger. Et donc, essayer d'y voir clair sur les solutions disponibles, et notamment pour la partie fluviale, et ensuite travailler sur un schéma directeur qui proposera le plus possible des solutions multi-énergie et intermodales sur, nous l'espérons, une bonne partie du fleuve. Alors pour justement creuser cette question des solutions, on va parler des usages avec des exemples très concrets dans quelques minutes. J'aimerais vous entendre, Kamel Belgachem, pour savoir justement, dans cette ambition qu'a présentée Madame la Présidente, comment concrètement, aujourd'hui, les choses sont rendues opérationnelles à l'échelle de Cosen-Aglo. Oui, vous m'entendez, c'est bon? Oui. Très bien. On part du constat que la mobilité durable, c'est en quelque sorte chercher la soutenabilité des mobilités. À savoir que, à travers l'exigence de répondre à la question écologique, nous devons de proposer des solutions de transport qui répondent à la réalité du terrain. Donc, actuellement, avec évidemment le soutien de Madame la Présidente Virginie Carollo, et je tenais à la remercier pour le volontarisme dont elle fait preuve. On a évidemment comme projet avec le taxi-rail. Le taxi-rail, c'est en quelque sorte la possibilité pour notre agglomération de se réapproprier une ligne ferroviaire allant de Bréauté à Port-Jérôme-sur-Seine, qui est actuellement exploitée par le fret. C'est un module indépendant sans chauffeur, autonome, qui s'appuie sur une technologie ambitieuse. Et en aparté, entre parenthèses, il faut savoir que actuellement, à travers ces questions de transition écologique, et plus précisément sur les questions de mobilité, nous vivons actuellement une troisième révolution industrielle. Une troisième révolution industrielle qui repose à la fois sur les technologies de l'information et de la communication, sur les nouveaux modes de transport et sur les réseaux intelligents. À travers cet outil taxi-rail, nous avons actuellement nous avons une illustration de ce que peut être une révolution industrielle. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que Taxi Rail est représenté par Régis Côte, qui nous présentera précisément la technologie. Donc, nous avons lancé une étude de faisabilité concernant ce projet Taxi Rail, et évidemment, nous espérons que cela aboutisse. Donc, ce sera pour nous un moyen... C'est un message pour la région. Voilà. Il y a toujours des messages qui passent. Comme je prends le temps de Monsieur Sanjean, c'est la région qui va piloter l'ensemble de ces dispositifs sur la région, parce qu'il y a plein de petites lignes. Nous, c'est le choix du fret, il y a plein de petites lignes. Mais chez nous, c'est bien pour commencer, parce qu'on a une ligne de bouclage autonome, non utilisée, sur laquelle on peut faire tous les essais. Mais on a besoin de l'aval de la région. Le message est passé, Monsieur Coat. La réponse dans quelques minutes. Ouais. Aucun problème, elle est prête. Donc, Taxi Rail. Ensuite, nous avons aussi Caros. Caros, c'est une entreprise qui a développé une application de covoiturage, c'est-à-dire la mise en relation de personnes dans le cadre du travail voulant faire du covoiturage. Il faut savoir que à travers cette application Caros, et là il y aura aussi, je pense, je ne sais pas s'il y aura une intervenante qui expliquera, ou voilà. Donc à travers cela, on fait d'une pierre deux coups. On sait que la première préoccupation des ménages français, c'est la question du pouvoir d'achat. Ici, avec Caros, premièrement, on met en relation des personnes qui voudraient faire du covoiturage et gagner en quelque sorte du pouvoir d'achat. Donc c'est un outil qu'on a mis en place l'année dernière et qu'on a relancé cette année, parce que l'année dernière, au mois de septembre, on a lancé ce partenariat, mais malheureusement le confinement est passé par là, et donc cette année nous avons relancé cet outil qui est pour nous un moyen aussi
de réduire le poids des voitures. C'est aussi un rôle aussi de réduire le poids des voitures et les déplacements. Et ensuite, pour finir, nous avons lancé le plan vélo. Nous avons finalisé notre schéma directeur des pistes cyclables. Madame la Présidente en parlait au début sur changer les modes de vie donc, ou les comportements, faire en sorte que, à partir d'aménagements de pistes cyclables sécurisées, essayer de valoriser la pratique du vélo utilitaire pour permettre évidemment que celui qui voudrait prendre le vélo pour aller travailler le fasse, pour aussi promouvoir la pratique du vélo en loisir. Donc voilà, c'est une politique volontariste qui est portée par l'agglomération et dans un souci évidemment de transition écologique, mais aussi pour répondre aux besoins et aux attentes de nos usagers, de nos habitants. Très bien. Hubert Dejean de la Bâtie, alors vous allez donner votre réponse concernant Taxi Rail et en même temps, vous le disiez, la région porte un regard stratégique de concertation des différents acteurs. J'aimerais peut-être aussi que vous nous disiez deux mots des solutions de rétrofit sur lesquelles vous travaillez. On aura une séquence là-dessus, donc j'aimerais que vous nous définissiez ce dont il s'agit. Donc Taxi Rail. Bon, alors, Taxi Rail et tous les carrosses, le rétrofit des cars à l'hydrogène, tout ça, c'est un mot-clé, c'est de l'innovation au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Je vous rappelle que tout ce qui nous motive là dans les nouvelles mobilités, c'est pour essayer de réduire notre impact sur l'évolution beaucoup trop rapide du climat qui va nous poser de très graves problèmes. On était hier matin avec le syndicat mixte du littoral et le syndicat mixte de la Seine. Ça va nous poser des problèmes partout, partout. Donc, on voit bien que c'est un enjeu considérable. Et je suis très heureux qu'on l'aborde ici parce qu'on a toujours parlé de ça ici. Si tu te souviens, même, et Anna, c'était partie de ça. Hein. On a fait ici ce constat très tôt. Et donc, je suis ravi d'être sur ce territoire-là qui est un peu un précurseur. Puisque la première fois, on a parlé d'écologie industrielle et territoriale, c'était ici aussi. Donc, ma chère Virginie, bravo pour maintenir le flambeau de ce territoire qui a toujours été innovant en la matière. Donc ça c'est dit. Sur Taxi Rail, mais moi je suis à fond pour, et la région est à fond pour. Alors, bien évidemment, je parle à la place de Jean-Baptiste Gastine, puisque moi j'ai la délégation plutôt transition énergétique, donc c'est plutôt les nouveaux carburants ou les nouveaux modes d'énergie. Mais franchement, le maître mot de la région, c'est dire à chaque fois qu'il y a une expérimentation, qu'on peut mettre en place une innovation et qui est dans le domaine, d'accord, de la durabilité. J'ai bien aimé la soutenabilité, parce que je trouve que le mot sustainable en anglais, j'arrive pas à le traduire mieux que ça, mais il est meilleur que durable. Il est plus riche, oui, c'est voilà. Ça. Quand on dit durable, on a l'impression qu'on va faire un truc en marbre massif, le truc indestructible, enfin du granit, alors qu'en fait c'est assez souple, hein, mais ça doit être soutenable. Donc, Taxi Rail, on est pour. Amandine qui est là-bas, là, elle sait bien. Le Transdev. Elle me connaît par cœur. L'expérimentation qu'on fait, on prend un car diesel qui fume bien fort, hein, d'accord, et on va le transformer, on va modifier le moteur pour qu'il puisse prendre de l'hydrogène. C'est-à-dire, on va le convertir à un moteur électrique et l'électricité sera fournie par une pile à combustible, elle-même alimentée en hydrogène. Je vous la fais courte, mais l'hydrogène, c'est de l'électricité en fait. Hein. C'est une manière de stocker l'électricité. Bon, on fait ça. Mais ma chère Amandine, je te rappelle, je me roule par terre depuis des années en disant il faut qu'on développe aussi les navettes autonomes sur l'agglomération du Havre. On est pour, c'était dans le pays à 3, il faut qu'on aboutisse à ça. Donc on a plein d'initiatives, il faut qu'on arrive à les mener à terme. Et je me retourne vers Virginie, parce que je rappelle à Virginie, elle le sait, qu'elle est vice-présidente de la région en charge des finances et qu'il va falloir qu'elle nous trouve des sous pour ça. Mais elle s'y attendait. Oui. Maintenant qu'il y a un oui, je vais m'arranger. Compte sur moi. Okay. Bien. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Ce qu'il faut, et ce que nos concitoyens attendent, franchement, c'est ce que... Alors là encore, c'est un mot anglais que j'ai du mal à traduire. Ils disent des quick wins, c'est-à-dire des petites victoires rapides. Il faut qu'on arrive à concrétiser ça sur le terrain.
C'est-à-dire que l'hydrogène, c'est bien gentil, mais regarde les bornes EasyMob qu'on a mises, très peu utilisées, parce qu'on a un problème majeur, c'est la fourniture de véhicules qui roulent à l'hydrogène. On a un mal de chien. On avait fondé de gros espoirs sur Renault qui a mis un temps fou. Résultat, si vous voulez acheter, il faut acheter coréen ou japonais. Et les modèles qui sont en truc, c'est des trucs pour, allez, on va dire pour bobo. Hein. Ça ne me dérange pas de le dire, j'en suis un. C'est un truc pour bobo, c'est-à-dire c'est des véhicules à 70 ou 80 000 euros. Ça ne va pas nous servir pour mettre dans nos flottes de communes ou d'intercommunalités. Donc on voit bien qu'on est à un tournant stratégique et on est un peu, on appelle ça en termes d'économie une vallée de la mort, c'est-à-dire qu'on a lancé un paquet de trucs, mais on a une grosse traversée à faire avant que ça rentre vraiment dans nos mœurs. Et je rejoins un tout petit truc que tu as dit, si vous permettez, je termine là-dessus. C'est dommage que les jeunes ne soient pas là, parce que c'est eux qui vont utiliser. Il se développe énormément le vélo électrique. Les vélos assistance électrique ont un gros succès sur l'agglomération. C'est ce qu'on fait avec Transdev, notamment. Hein, enfin, l'IA, la filiale qui s'occupe. Wow, ça marche très très fort. Je vais être honnête, je suis un peu moins emballé par les trottinettes. Non, mais on voit par exemple Tuk Tuk. Je ne sais pas si vous connaissez Tuk Tuk, qui au Havre a fait un carton que j'ai pris maintenant à Saint-Adresse. C'est des nouvelles façons de se déplacer qui sont super intéressantes et plutôt fun. Et donc, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que le développement durable, c'est pas pénible. Ça peut être très fun. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus et c'est le message que je transmets aux jeunes et j'aurai l'occasion de leur dire quand on les reverra. La transition, elle est aussi culturelle. Une dernière question que je voudrais vous poser à tous les quatre, et finalement, c'est vous qui me l'amenez sur un plateau, Hubert Dejean de Lapathie, quand vous dites qu'il faut des solutions concrètes, des petites victoires. On entend qu'il y a aujourd'hui la stratégie, il y a les initiatives, des entreprises privées, des territoires qui accompagnent, qui sont moteurs, des infrastructures. Aujourd'hui, elle est où la priorité au niveau de ces différentes briques? Quel est peut-être le volet le moins avancé sur lequel il faudrait concentrer les efforts? Alors, le préfet Sanjean n'est pas là, mais c'est aussi dans l'idée de se dire comment l'État, ça peut être un message à lui transmettre plus tard, où accompagner le plus pour atteindre nos objectifs. Je commence avec vous, Frédéric Moulin. Alors, vous m'interrogez en premier, je ne sais pas si c'est à moi de dire quelles sont les priorités. Non, mais de votre point de vue, chacun s'exprime de son point de vue. Merci Hubert. Alors, on voit bien que sur ces sujets-là, il y a des questions de pas de temps déjà. Hubert l'a très bien dit, il faut engager des innovations, faire émerger des projets, des nouvelles solutions. Nous, ce qu'on constate aussi, moi je suis délégué territorial en Île-de-France et en Normandie, on constate aussi qu'il y a des enjeux de massification qui sont importants, et en particulier quand on est sur un corridor logistique comme celui de la vallée de la Seine. Nous, par exemple, ce qu'on voit beaucoup se développer, avec un réseau de stations qui suit, c'est la mobilité pour les poids lourds au biogaz, au bio-GNV. Et on observe des dynamiques qui sont tout à fait intéressantes, parce qu'elles sont pas loin d'être parallèles, entre la production locale de biométhane et la consommation par des véhicules lourds. C'est une solution qui est opérationnelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un transporteur qui veut changer une partie de sa flotte pour des camions au biométhane, il y a une offre, il y a des modèles économiques qui sont assez proches des modèles classiques, et en plus, il y a des investisseurs aujourd'hui privés, les grands faiseurs de l'énergie, qui développent des réseaux de stations. Il y en a encore une qui s'est ouverte il n'y a pas très longtemps dans le port du Havre. C'est une solution pratique qui, évidemment, n'empêche pas de travailler aux solutions d'après. Mais je pense que on doit aussi travailler sur des enjeux massifs, quoi. Et alors, c'est peut-être parfois un peu plus compliqué, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, dans les priorités que je vois, et vous y verrez peut-être un plaidoyer pro domo, mais ça me semble important qu'on regarde aussi qu'est-ce qui est accessible rapidement, que ce soit pour les citoyens. Et on voit que la mobilité électrique va se développer rapidement, mais sur les flottes lourdes, on voit qu'on a d'autres solutions qui peuvent être opératoires. Acheter des bus à l'hydrogène, c'est sans doute une solution pour demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, une collectivité ne peut pas changer la totalité de sa flotte pour passer à l'hydrogène. Donc, il y a des pas transitoires, et puis il y en a d'autres dont on verra si finalement c'est uniquement une forme de transition un peu plus loin. Nous, on a la conviction que le biométhane aura un rôle important à jouer dans l'avenir.
Très bien. Alors, je note ce terme de massification comme enjeu pour atteindre ces objectifs de mobilité bas carbone. Virginie Carolo. La massification, je vais pas revenir sur le monde économique, mais c'est le seul moyen d'atteindre ce modèle économique qui permettra de développer les choses. Moi, je vais être sur un autre registre. Je vais être plutôt sur le registre, ce sera répété à M. Sangeman, j'espère, au préfet. En tout cas, je l'appellerai pour lui redire, c'est la réglementation. Il faut qu'on aille plus vite sur toutes ces choses-là. Nous, notre station hydrogène EasyMob qui évoquait Hubert, elle marche toujours pas parce que le pistolet est à 60 cm trop près de la route départementale d'une réglementation qui est sortie après sa construction. C'est-à-dire, nous, partout sur les territoires, on fait émerger des projets. C'est le terrain qui imagine les choses de demain, mais là-haut, on n'est pas prêt au cadre réglementaire et législatif de ces choses-là. Ça, c'est la première chose que je... Même pas des sous. Je veux dire, à un moment donné, si c'est intelligent avec le collectif, quelque part, on les trouvera. Je voudrais qu'on nous libère les énergies sur la réglementation, qu'on nous libère les énergies sur taxi-rail. Ben voilà, il y a un train de fret par jour et on va passer des heures en dossier de sécurité, de machin, alors qu'il y a quand même, il est libre à 95% du temps, le trafic. Donc, il faut qu'on libère les énergies là-dessus. L'idée, et puis le dernier point, moi, je suis pas pour du tout, voire contre, les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, qui sont des coquilles très rapides. On s'est saisi, tant mieux si on avait un projet déjà prêt, s'il n'est pas prêt, walou, c'est pour le territoire d'à côté. Il faut que nous, on mette les industriels, les financeurs, nos partenaires institutionnels autour de la table, on dit voilà, nous, on veut faire ça, parce que c'est adapté à nos jeunes, à nos entreprises, à nos habitants. Vous nous aidez, on signe avec vous, on roule pendant 3 ans ou 6 ans sur des financements figés, mais arrêtez de nous pondre des trucs du haut. Il faut que ça vienne du bas, il faut que ce soit corrélé au territoire. Il faut que ça vienne des territoires. Ce serait le seul appel. Sur la technologie, je laisserai tous mes collègues répondre. Massification, réglementation, émergence sur le terrain. Alors, je voulais que le dernier mot revienne au territoire. Donc, je voulais finir par vous, Kamel Belgachem. Est-ce que Hubert Dejean de Labatie, vous nous livrez une priorité vue depuis la région? Écoutez, je vais pas innover. On a un gros souci avec la réglementation. Et si vous le voulez bien, je raconte une petite histoire vraie et drôle. On est en train d'essayer... C'est une grande promesse drôle. Oui, non, mais vous allez voir, c'est assez... ça fait sourire. On est en train de travailler sur un bateau de pêche à hydrogène, d'accord, qui serait où l'hydrogène pourrait être fourni à un prix intéressant par l'éolien offshore, qui est ressenti comme une agression pour les pêcheurs. On avait ça. Bon. Et c'est impossible de mettre de l'hydrogène à bord d'un bateau. C'est impossible parce que la réglementation de la préfecture maritime ne le permet pas. Je déjeune avec le préfet maritime, quelques autres huiles de l'État, et je pose très gentiment la question au préfet. Je lui dis, écoutez, monsieur le préfet, on n'est pas loin d'aboutir sur l'hydrogène, il faut que vous nous changiez la réglementation. Il est très sympa, hein, le préfet maritime. Et il me dit, oh là là, mais vous vous rendez pas compte de gens, c'est quand même dangereux l'hydrogène à bord. Et je le regarde, je lui dis, mais attendez, vous plaisantez, vous vous foutez de moi. Ah, il me regarde, mais non, pourquoi? J'ai dit, écoutez, vous envoyez dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins vos équipages, les fesses sur un réacteur nucléaire 3 mois sous l'eau, et vous allez me dire que la marine ne sait pas gérer un combustible un petit peu particulier. Ça ne tient pas debout. Et il me répond, bah oui, vous avez raison. C'est incroyable. Mais c'est quand même que du bon sens, ce qu'on dit là. Donc il faut, ton histoire de pistolet à côté de la route, c'est que du bon sens. Et ça, il faut qu'on arrive à lever ce verrou-là. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit de, quand il y a un frein et que ce frein est simplement réglementaire, mettons-nous autour de la table et trouvons un mode dérogatoire. C'était un peu ce qu'il y avait dans la loi 4D, c'était de l'adaptation locale. Il faut qu'on soit souple. Voilà. Alors, je rajoute le terme souplesse, comme ça, pour définir les différents mots. Enfin, avec vous, Kamel Belgachem. Écoutez, la transition énergétique, elle demande quand même une volonté. Elle demande presque une révolution culturelle, changer les mentalités. On ne pourra pas instaurer une mobilité durable, une mobilité soutenable, sans travailler en concertation avec les habitants de notre territoire. Nous avons un organe, à Cossenaglo, le Conseil de développement, qui est, en d'autres termes, l'organe de démocratie participative.
c'est à travers le ressenti, les expériences du terrain, faire remonter tout cela pour instaurer une politique appropriée aux questions de mobilité, tout en incluant, c'est-à-dire que comment faire en sorte de concilier les enjeux de la fin du mois aux enjeux de la fin du monde. On a tous eu cet épisode des gilets jaunes, et juste avant, on avait eu les bonnets rouges aussi, qui est partie d'une écotaxe, etc. C'est faire en sorte à ce que la question sociale soit intégrée dans nos décisions, afin que cette exigence de transition écologique réponde à une réalité du terrain. Massification, réglementation, souplesse et répondre aux besoins au plus près des habitants, voilà de quoi alimenter les réflexions à venir et les négociations, les arbitrages entre les différents acteurs de ces enjeux. Merci à vous quatre pour cette introduction. Virginie Carollo-Luttrau, merci à vous avec toutes vos équipes pour ce programme, et vous avez justement eu envie que des exemples très concrets d'usage soient proposés, donc c'est la suite de cette séquence. Merci à vous, je vous laisse libérer les places pour que les entreprises puissent nous présenter leur savoir-faire. Les usages, justement. Alors, le principe de cette séquence qui s'ouvre, on va avoir des pitchs. Alors, j'ai pas trouvé un bon terme pour remplacer ça. Une présentation courte de différentes entreprises qui vont nous, en quelques mots, présenter leurs solutions de mobilité bas carbone. Et puis, à l'issue des différents pitchs, il nous restera, si tout va bien, quelques minutes pour des questions. Donc, pour cette deuxième séquence, j'invite à me rejoindre Pascal Dupont, qui représente Enedis aujourd'hui, Nicolas Deribrol, qui représente H2V Distri, et enfin Régis Côte, qui représente Taxirail, dont on a dévoilé déjà quelques principes, mais on va en savoir plus avec lui dans quelques instants. Merci, messieurs. Donc la règle du jeu est très claire. Je vais surveiller de près mon téléphone pour que chacun vous ayez 5 minutes montre en main pour présenter votre solution, parce que on l'a dit, il faut du concret et il faut répondre à des besoins bien précis. Je vais commencer avec vous, Pascal Dupont de Enedis. 2 mots sur l'entreprise et ensuite la solution. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors Enedis est gestionnaire du réseau public de distribution, et à ce titre, en termes de mobilité électrique, on ne propose pas de solution borne en main. On va être un acteur incontournable, puisque les infrastructures de recharge de véhicules électriques vont bel et bien être raccordées directement ou indirectement au réseau public de distribution, mais nous ne proposons pas de solution borne en main. Alors, pour Enedis, la mobilité électrique, c'est un enjeu qui est stratégique. Kamel évoquait le terme de révolution. Côté Enedis, on adhère à 100%, vu les questions qui se posent: autonomie de la recharge, coût des véhicules, confiance dans le véhicule, intérêt écologique. Il y a des débats qui sont absolument passionnés sur le sujet. Mais oui, c'est une grosse révolution culturelle, sociétale, par rapport à notre relation aux véhicules électriques. À Enedis, notre conviction est que le déploiement réussi de la mobilité électrique passe par la recharge à domicile, la recharge en entreprise et la recharge sur le domaine public. Alors comment Enedis accompagne ses clients pour aller chercher ces 3 cibles? Dans la recharge à domicile, déjà, on élude la problématique de la recharge du véhicule électrique pour les pavillons individuels qui disposent d'un jardin. Là, c'est facile de recharger un véhicule. Le point sensible, ce sont toutes les copropriétés qui disposent de parking et pour lesquelles c'est pas forcément évident aujourd'hui de créer une infrastructure collective de recharge. Plusieurs solutions techniques sont possibles, des solutions qui appellent la construction d'une infrastructure de recharge par un opérateur de recharge, ou bien une solution de distribution dans le parking, où Enedis va construire l'ouvrage et puis équiper les places de parking de compteurs individuels. Toutes ces solutions sont possibles. Enedis n'en privilégie pas, et nous aurons totalement plaisir à travailler avec les opérateurs de recharge
lorsqu'ils formuleront des demandes de raccordement. Concrètement, l'accompagnement d'Enedis avec les copropriétés, c'est finalement leur mettre entre les mains les différentes solutions techniques possibles et un certain nombre de questions qui vont servir d'aide à la décision pour choisir une solution technique qui conviendra aux usages attendus par la copropriété. Le deuxième point recherché, c'est la recharge en entreprise. Là aussi, plusieurs solutions techniques sont possibles. Raccorder l'infrastructure de recharge sur l'installation électrique existante de l'entreprise, ou bien créer un nouveau point de livraison dédié aux infrastructures de recharge. Là encore, toutes les solutions sont possibles. Et notre accompagnement auprès des entreprises, c'est de leur suggérer des questions qui vont les challenger un petit peu sur quel type de solution ils vont souhaiter mettre en œuvre. Quand on commençait à rencontrer des entreprises il y a 1 an, elles pensaient beaucoup conversion, verdissement de la flotte de véhicules. Et on souhaite amener les entreprises à s'interroger également sur offrir la possibilité de recharger le véhicule du salarié sur le parking d'entreprise, parce que c'est l'un des 2 temps un peu naturels où on va pouvoir brancher un véhicule plusieurs heures. Et puis, c'est aussi réfléchir à donner la possibilité à un visiteur, à un client, à un sous-traitant, de recharger son véhicule le temps d'une réunion, le temps d'une prestation, pour pouvoir aller chercher ensuite le lieu d'intervention suivant. Et puis enfin, les bornes en recharge sur le domaine public. Et là, elles vont intéresser la recharge du véhicule lors des déplacements occasionnels, le temps d'aller à la piscine, d'aller visiter de la famille à une certaine distance. C'est aussi la mobilité sur les longs itinéraires, soit dans le cadre professionnel, soit le temps des vacances pour traverser le pays. Sur ce terrain, Enedis accompagne les collectivités territoriales, dès à présent, sur la construction de schémas directeurs d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. C'est-à-dire des schémas qui donnent une vision du besoin, une projection du besoin en borne sur l'espace public à l'horizon 3 ans, à l'horizon de 5 ans. Et Enedis propose d'une part une vision à l'horizon 2035, année à année, commune par commune, du besoin en borne, et propose également, lorsqu'une collectivité, et je termine, lorsqu'une collectivité commence à avoir une idée d'implantation de bornes sur son territoire, avec des puissances, eh bien, d'analyser l'impact de ce projet sur le réseau public de distribution et de proposer une première optimisation en déplaçant de quelques mètres, dizaines de mètres, un projet, en jouant un peu sur la puissance d'appel, de manière à proposer des solutions qui seront moins gourmandes en budget, en impact travaux et en délai de raccordement. Voici les 3 axes qu'Enedis regarde dans le cadre de l'accompagnement des territoires au sens large vers la mobilité électrique. Merci à vous, Pascal Dupont. Je me tourne vers Nicolas de Ribrol. H2V Distri, même exercice, 5 minutes. Bonjour à tous. Alors Distri, nous sommes une filiale d'H2V Industrie que vous devez probablement connaître maintenant, donc qui développe un projet d'usine de production massive d'hydrogène vert sur le bassin de Port-Jérôme. Alors nous, Distri, on développe un réseau de stations-service, notamment hydrogène, mais pas que. Monsieur Jean de la Bâtie évoquait le mix énergétique. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. L'idée de Distri, c'est de faire un maillage national territorial de stations de distribution multi-énergie. Alors principalement hydrogène, ça reste notre cœur de métier. Après, on profite de cette opportunité-là pour créer des partenariats avec des acteurs locaux sur le gaz, par exemple, des producteurs de biogaz, des méthaniseurs, par exemple. Et effectivement, on a un lien très fort avec les collectivités parce que c'est elles qui sont le premier soutien à nos projets. C'est elles qui nous permettent de nous développer sur des territoires, que ce soit par l'aspect foncier, que ce soit par l'aspect écosystème et par plein d'aspects. C'est très important pour nous d'avoir un relais avec eux. Un autre point aussi, c'est que nous, on croit beaucoup à l'hydrogène pour la mobilité lourde camion. La mobilité électrique, véhicule léger, montre son intérêt quand vous allez tous les jours au travail. Vous avez une autonomie qui peut être suffisante. Là où un camion poids lourd, alors il existe quelques modèles électriques, il est vrai, qui sont de plus en plus poussés d'ailleurs par les constructeurs, mais on atteint vite une limite en termes de poids, en termes d'autonomie. L'hydrogène est une vraie solution pour ces marchés-là. Donc nous, aujourd'hui, on vise des implantations sur les zones industrielles, les zones logistiques
les emplacements où effectivement on a du flux poids lourd. Alors on a un projet notamment avec Océan Aglo pour faire une station multi-énergie, donc sur un pôle industriel. On sait que les camions vont arriver, ils sont pas encore là, mais les premiers arrivent. Beaucoup de constructeurs les annoncent. Les temps de développement de ces projets de stations de distribution sont assez longs. Il faut compter entre 2 et 3 ans pour développer une station. Et aujourd'hui, on est en 2021, 2022 quasiment. Donc les premières stations arriveront en 2023, 2024, 2025. À ce moment-là, on aura des camions, on aura des usages, des utilisateurs. Et effectivement, il faut que ces stations elles soient prêtes parce que sinon, les transporteurs lourds qui auront ce besoin d'hydrogène sur de la longue distance, ils ont besoin d'avoir des points de ravitaillement sur leur trajet. S'ils n'ont pas ces stations, on parle toujours de la poule et de l'œuf, on est sur ce sujet-là. Voilà, nous on est là pour développer ces stations-là, les mettre, investir sur ces projets-là. Les régions ont un rôle à jouer là-dedans sur l'aide aux véhicules. Le groupe d'avant évoquait effectivement la problématique du coût des véhicules qui est aujourd'hui très important. Si les régions n'aident pas les acteurs économiques à investir sur ces véhicules-là, on n'y arrivera pas. L'industriel, voilà, a un rôle sur les stations de distribution. On porte effectivement ce rôle. Et voilà, donc on essaie de créer ces écosystèmes et donc de développer ce maillage. On a la chance d'avoir un outil industriel qui est H2V, qui va produire un hydrogène à un prix compétitif et qui va permettre à ces acteurs de s'y retrouver économiquement en termes de coût de carburant, si on le rapporte au coût de kilomètre, qui est un point qui est regardé par ces acteurs-là. Donc voilà un petit peu qui on est, ce qu'on fait avec des projets sur le secteur et des projets en Normandie. Je vois que vous voyez une carte avec effectivement les objectifs qu'on se donne sur la région Normandie. Donc 16 projets à venir, à voir émerger concrètement de terre. Merci à vous, Nicolas de Ribrol. Régis Côte, alors je ne sais pas si à chaque fois si je prononce bien votre nom ou pas. Alors non, c'est la prononciation à la bretonne. Donc, Coat. Régis Coat. Régis Coat, donc vous représentez Taxi Rail, on en a dit quelques mots tout à l'heure, même exercice, 5 minutes, et je crois qu'on a aussi une petite vidéo, vous nous direz, on la lance tout de suite? Oui, s'il vous plaît, on propose un truc. Alors, vidéo. On vous écoute, Régis. Donc, toute ressemblance avec un territoire connu et absolument fortuit, bien entendu. Donc, Taxi Rail est un système de train léger autonome radicalement innovant qui assure un service qui soit utile pour le voyageur, qui soit à coût maîtrisé pour la collectivité et qui soit rentable pour l'exploitant. Donc nous sommes sur une solution autonome, ce qui nous permet de pouvoir assurer un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 si la collectivité le souhaite, mais à minima sur des plages d'exploitation étendues. Nous sommes autonomes également en énergie avec une solution hybride électrique hydrogène.
C'est la solution que nous mettons en avant actuellement. Donc on est techniquement sur un véhicule électrique à batterie avec un prolongateur d'autonomie qui est une pile à combustible alimentée à l'hydrogène. Nous sommes en partenariat avec Cosenaglo. Nous travaillons pour eux sur une étude concernant la ligne Bréauté-Port-Jérôme. C'est une étude que nous menons avec notre partenaire Extia, qui a été présentée notamment hier sur sa partie introductive et qui va permettre en fait d'optimiser la fréquentation de cette ligne en rajoutant à l'exploitation fret actuelle un service voyageur. Comme Madame Carolo l'a dit précédemment, il y a un maximum de 2 trains de fret par jour et il y a une demande de desserte fine du territoire et des nombreuses gares et haltes qui jalonnent la ligne. Il y a des bassins de mobilité qui sont identifiés pour les entreprises locales, pour également les aspects logement. J'ai cru comprendre que d'ailleurs il y avait déjà des demandes locales pour savoir quand Taxirail arrivera parce que ça les intéresse de s'installer dans la région, etc. On répond vraiment à ce besoin. Donc on est effectivement on répond à une urgence climatique, comme la région l'a rappelé, également, comme disait Monsieur Belkacem, à une urgence sociale et sociétale. N'oublions pas que pour un ménage qui gagne 2 SMIC, le fait d'avoir 2 voitures va amener à ce qu'il y ait un des 2 salaires qui passe exclusivement chaque mois dans le budget transport. Source INSEE, voiture, 34 centimes du kilomètre. Et d'où problématique sociétale par la suite, notamment Gilets jaunes, en disant bah oui, mais on travaille et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, déjà, à isosalaire, avec un système de transport structurant et à coût maîtrisé, puisqu'on sera dans une tarification de type TER actuellement, je parle pour le voyageur, ça permet de dégager du revenu disponible. Et quand on dit à quelqu'un qui gagne 1 200 € par mois, on va te faire gagner 450 € de pouvoir d'achat, ça change un tout petit peu la vie. D'où également amélioration des conditions de vie et de consommation sur les territoires. Ça, c'est un point également très important qu'il ne faut pas négliger. Nous faisons les choses et les collectivités les premières pour les voyageurs, pour les habitants des collectivités. Merci à vous, Régis Coat. Est-ce que vous avez une question ou deux pour nos invités ? J'en ai, moi, dans mon escarcelle. Une première pour vous, Pascal Dupont. Lorsque toutes les copropriétés, les entreprises, aussi des particuliers auront installé des bornes, le réseau électrique, il tiendra le choc ou pas ? Alors ça, c'est une question qui est dans beaucoup de têtes. Est-ce que le réseau de distribution va tenir ? Alors, aujourd'hui, Enedis a mené déjà des projections à l'horizon 2035. 2035, on est sur 20-25% du parc de véhicules national, en principe convertis. À cet horizon-là, on n'a pas d'inquiétude en matière de charge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, ça et là, quelques travaux, mais en tout cas, il n'y a pas d'investissement massif à mener sur le réseau public de distribution pour répondre à la recharge des véhicules électriques. Il faut aussi avoir en tête qu'on a différents outils complémentaires qui nous aideront à passer le cap au moment où une contrainte commencera à apparaître. D'une part, dans la loi, il y a la notion de pilotage de la recharge qui est déjà inscrite et où on ne passera pas à côté de dispositifs de pilotage de la recharge, que ce soit sur le domaine public, que ce soit dans l'habitat résidentiel, voire sur des parkings d'entreprise. Donc ça, c'est une première donnée technologique. Aujourd'hui, on n'en a pas tellement besoin parce que le nombre de véhicules électriques qui circulent est encore très modéré, mais c'est un outil dont on aura besoin. Le deuxième point qui est très intéressant et qu'on commence à regarder, c'est finalement la courbe de charge d'un immeuble résidentiel, par exemple. Bon, on a quand même pas mal de tarifs qui sont sur des principes encore heure creuse, heure pleine, même si ça tend à évoluer de par les propositions de contrats de fourniture d'électricité. Mais quand on regarde une copropriété un petit peu classique, on s'aperçoit, bon, je vais donner des heures totalement à titre indicatif, mais
À minuit, le signaleur creuse arrive, les machines à laver se mettent en marche, elles tournent pendant 1 heure, 1h30, et puis pouf, ça s'arrête, et finalement on garde un réservoir de puissance qui est non utilisé aujourd'hui. Donc ça traduit bien le fait que la capacité du réseau à délivrer de la puissance supplémentaire ou plus longtemps, elle est là. Aujourd'hui, Enedis commence à travailler les copies à l'horizon 2050 pour voir comment on va supporter cette vague de recharge, sachant qu'en parallèle se mènent aussi toutes les politiques en matière d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui vont aider à cela. Mais pas d'inquiétude, en tout cas, à l'horizon 15 ans pour commencer. Très bien. Nicolas de Ribrol, on voyait sur la carte tout à l'heure 16 projets. Quel est aujourd'hui le principal frein à ce que ces stations multi-énergie soient disponibles pour les différents usagers? Je reste un peu dans l'état d'esprit de la première partie de discussion. On essaie de se dire où est-ce qu'on concentre nos efforts pour aller plus vite, plus loin. Le frein, il est principalement chez les constructeurs automobiles. Aujourd'hui, la disponibilité des véhicules, elle est très faible. Les prix sont très hauts. Alors si on regarde aujourd'hui l'ADEME, qui est l'outil gouvernemental pour financer ce type de projet, effectivement cherche à créer des écosystèmes de mobilité locaux avec la partie production, la partie distribution, la partie usage. La grosse complexité que remportent tous les porteurs de projets, mais ça c'est général, c'est l'usage. Alors les collectivités, ça a été évoqué tout à l'heure, peuvent passer sous forme de démonstrateur peut-être 1 ou 2 ou 3 véhicules lourds, type des bus ou des bennes à ordures, mais de manière massive, c'est très compliqué, voire impossible. Il n'y a que quelques collectivités qui ont beaucoup de pouvoir qui peuvent éventuellement le faire, mais de manière générale, c'est quasiment impossible. Donc le frein principal est là. Très bien. Régis Coat, si tout va bien, on a entendu tout à l'heure la question de Virginie Carollo et la réponse de Hubert Dejean de la Bâtie, mais si tout va bien, c'est quoi l'objectif en termes de pouvoir avoir les premiers usagers qui montent dans un taxi-rail ici sur Cossenaglo, mais aussi peut-être sur d'autres territoires? Oui, tout à fait. Nous discutons avec quasiment l'ensemble des territoires français sur des lignes particulières qui ont toutes leurs caractéristiques propres. J'ai oublié la question du coup. Le calendrier pour monter dans le premier taxi-rail ici ou ailleurs. 2025. 2025. Maintenant, une expérimentation est prévue puisque Cossenaglo est partenaire de taxi-rail. Une expérimentation est prévue à partir de fin 2022 sur Port-Jérôme. Très bien. Donc pour les prochaines assises de la transition, ça sera un rendez-vous intéressant à donner. Et les prochaines, on viendra en train jusque l'abbaye du Valas. C'est noté, Madame la Présidente. Toutefois, justement, pour rebondir sur ce point, en revanche, en 2025, dans l'étude proposée, il y a une desserte de l'abbaye pour faciliter l'accès et contribuer au développement de ce formidable site. Très bien, merci à vous trois, Pascal Dupont, Nicolas de Ribrol et Régis Coat. Nous allons découvrir maintenant le rétrofit que Hubert Dejean de la Bâtie a défini tout à l'heure. On vous applaudit. Pour parler rétrofit, j'invite à me rejoindre Amandine Allard, qui représente Transdev, Laurent Chaugnard, qui représente Greenmot, Pascal Chedeville, qui représente Antos Air Power Normandie, et Sébastien Rollo de Lormoto. Merci à vous également d'être présents. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'ensemble de ces offres d'usage sont présentes dans la partie salon, donc vous pouvez aussi aller poser vos questions en tête-à-tête pour avoir plus de détails que ce que le temps nous permet de faire ici et maintenant en tribune. Eh bien, je vais commencer avec vous, Amandine Allard. Donc, je le disais, vous représentez Transdev. Le vice-président de la région, Hubert Dejean de la Bâtie, a défini ce qu'était le rétrofit. Alors, il n'est plus là, mais je crois qu'il a bien fait son boulot de définition. La règle du jeu est la même pour vous quatre. 5 minutes chacun, et puis ensuite un petit tour de questions avant de pouvoir rejoindre vos différents espaces dans l'espace salon. Donc, Amandine Allard, à vous le rétrofit. Alors, je vais commencer par l'histoire, puisque Hubert Dejean a raconté ce qu'était le rétrofit. L'histoire, c'est que, à l'origine, il y a un scoop, c'est que le car hydrogène n'existe pas, le bus, oui, mais le car, non. Alors, la différence, c'est quoi? Le bus, il circule dans l'aire urbaine, on peut être debout, et le car, eh bien, on est assis, ceinturé, et il circule entre plusieurs collectivités.
Donc le bus, il existe, vous pouvez monter à bord à Lens, à Auxerre, etc. Et le car, pour nous, quand l'arrêté du rétrofit en mars 2020 est sorti, ça a été l'occasion de sortir ce qu'on avait dans les tiroirs pour la région Normandie, c'est-à-dire de créer un nouveau véhicule qui soit zéro émission et de le proposer à la région comme une expérimentation, parce que c'est une première mondiale, ça n'existe pas, donc on va le faire ici en Normandie. On a une grande chance, c'est celle du plan hydrogène. En 2017 ou en 2016-2017, la région Normandie a créé un plan hydrogène avec un maillage de stations. Et il y en a une qui marche fort bien, c'est celle d'Évreux. Et en plus, elle est capacitaire, elle est suffisamment capacitaire pour faire le plein d'un car. Donc, l'expérimentation était rendue plus facile dès lors qu'on pouvait avitailler ce car. Et en plus, il se trouve que Transdev exploite la ligne Rouen-Évreux. Et cette station est à Évreux. Donc on avait tous les ingrédients pour proposer cette expérimentation et bâtir ce projet. Alors, ce qu'on va rechercher dans cette expérimentation, eh bien, on va prouver que le bus électrique pile à combustible hydrogène, eh bien, c'est une solution pour les transports longs. L'état de l'art actuel pour une batterie sur un car électrique, c'est à peu près 280 km. Là, avec le car hydrogène, on ira à peu près à une autonomie de 400 km. Donc, on est au-delà de ce que l'électrique peut faire. Donc, on a une vraie pertinence. On va aussi être sur un véhicule qui va avoir une durée de vie augmentée, à peu près de 10 ans. Actuellement, au bout de 14 ans, on se sépare des cars. Là, on va expérimenter de le pousser jusqu'à 24-25 ans. Bien sûr, on va regarder tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre et particules fines. Et puis, on va aussi expérimenter, ça sera la première aussi, peut-être la deuxième, tout ce qui est homologation, parce qu'on va créer un nouveau véhicule et il doit être homologué. Et ça aussi, c'est un gros travail, parce qu'on va être dans les premiers à passer toutes ces étapes de certification. Alors, ce projet, il a été rendu possible grâce aussi à la, comment est-ce qu'on va appeler ça, à la possibilité de grouper des acteurs ensemble. On est allé voir l'écosystème que l'on connaissait, et puis la région Normandie nous a indiqué d'autres acteurs avec lesquels il était indispensable d'être partenaire, et on a monté un projet collaboratif d'innovation. Parce que l'objet n'est pas de créer un nouveau véhicule et de le livrer. L'objet, c'est de préfigurer l'écosystème de la mobilité lourde hydrogène et de s'associer avec les acteurs de la formation, les centres des métiers de la qualification, qui est à côté de Rouen, de s'associer aussi avec l'INSA, donc l'école d'ingénieurs qui a fait des études du cycle de vie sur le CO2 entre un car diesel et un car électrique batterie. Donc, de sa production jusqu'à son recyclage, y compris de la pile à combustible et de la batterie. Donc, ils vont étudier tout ça. On va s'associer au DOME aussi, qui est un institut de recherche sociologique et qui va recueillir toutes les informations. Donc, Hubert Dejean en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ressent quand on dit mobilité lourde à l'hydrogène? Eh bien, est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça fait envie? On va recueillir tout ça. Le premier atelier a lieu le 15 décembre à Rouen. Et tout ça sera en open source. On a une gouvernance très originale, c'est qu'on a 6 groupes de projets et on échange en permanence avec tous les acteurs de ce projet. On a 2 mécènes, Crédit Agricole, Normandie Seine et Engie, qui ont permis aussi de réduire ces coûts d'expérimentation. Et puis, l'objectif final, c'est d'avoir des passagers à bord sur la ligne commerciale à partir de juin 2022. Le rendez-vous est donné. Merci à vous, Amandine Allard. Laurent Chaugnard, vous représentez GreenMot. Même exercice, 5 minutes pour comprendre ce que vous faites, ce que vous proposez. Bonjour, donc Laurent Chaugnard. Je viens d'un petit peu loin puisque nous, on est basé en région lyonnaise. Et on fait partie des acteurs qui ont décidé, lorsque l'arrêté est sorti en mars 2020, de se positionner sur la transformation de véhicules diesel en véhicules électriques à batterie ou électrique, batterie, hydrogène, comme vous l'avez présenté. Donc, je ne sais pas si vous aviez la présentation que vous avez transmise. Donc voilà, donc je peux peut-être prendre ça marche comme ça.
Voilà. Donc, en gros, GreenMod conçoit, industrialise et homologue des kits de transformation pour des véhicules. Donc, GreenMod, je vais revenir un petit peu après, on est basé en région lyonnaise et on est à la base un centre d'essai véhicules, plutôt orienté mobilité lourde. Tout ce qui est bus, car, tout ce qui est également camion et également tout ce qui est off-road avec les pelleteuses et les choses comme ça. Donc centre d'essai spécialisé dans l'optimisation énergétique du véhicule. Les constructeurs viennent chez nous pour valider leurs véhicules et les mettre au point. Donc à partir de cette expertise, on a, lorsque l'arrêté est sorti, trouvé une opportunité pour nous d'exprimer le savoir-faire des équipes et la pertinence de nos moyens d'essai dans le développement donc, de kits de transformation. Nos équipes d'ingénierie conçoivent et mettent au point ces kits qui seront après mis en place localement par des partenaires choisis à proximité des clients. L'idée, c'est pas de transporter les véhicules à travers la France, c'est que la flotte soit transformée en local. Donc nous, on a commencé un projet qui s'appelle Greenibus il y a déjà 1 an. Alors, ce premier projet, validé par l'ADEME au concours innovation, est plutôt orienté électrique batterie. C'était la première pierre. En fait, un véhicule hydrogène, à la base, souvent, c'est un véhicule électrique à batterie, avec un prolongateur d'autonomie hydrogène ou carrément une pile à combustible qui fournit la puissance en direct. Donc, on a posé cette première pierre en électrique batterie et on est en train de développer l'extension hydrogène en ce moment. Vous avez ici les principales caractéristiques là, de notre projet. Il se base sur une transformation donc en local, comme je vous l'ai dit, également sur l'utilisation de composants standards pour garantir une meilleure longévité du véhicule transformé. On part vraiment sur des composants industriels, comme ça a été évoqué avant. L'idée du rétrofit, c'est de prendre le véhicule à peu près à mi-vie, vers 7-8 ans, et de le prolonger à minima jusqu'à 15 ans, voir si c'est possible, le prolonger à 20-25 ans, comme ça a été évoqué. On est vraiment dans l'économie circulaire, dans l'idée de ne pas se débarrasser des véhicules diesel, mais de les remettre en circulation avec une énergie propre pour pouvoir aller dans les ZFE et participer à l'empreinte écologique globale. Zone à faible émission pour le décryptage, au cas où. Voilà. Sinon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on a l'ADEME qui a sorti une étude sur le rétrofit, justement, qui était une des seules qu'on ait pu voir. Et sur la partie de vie du véhicule, une fois qu'il est rétrofité, c'est-à-dire entre 10 et 20 ans, on voit des gains CO2 vraiment extraordinaires puisqu'on n'a plus la production du véhicule. Et même par rapport forcément à l'exploitation d'un véhicule diesel, on a un gain significatif. Mais également en termes de coût d'exploitation, on se retrouve avec un véhicule qui, malgré un coût d'investissement à mi-vie, se retrouve à un coût d'exploitation qui est comparable à celui du diesel. Donc ça veut dire que pour l'exploitant, il n'y a pas une transformation de son modèle économique. Il peut continuer avec des coûts comparables à exploiter son véhicule. Donc voilà en gros ce qu'on nous propose chez GreenMod. Merci à vous. Comme je l'ai dit au tour précédent, je reviendrai vers vous avec des questions juste après. Pascal Scheptville, vous représentez Anthos Air Power Normandie. Une autre solution, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Anthos Air Power est une entreprise italo-franco-canadienne. Ça ne veut pas dire qu'on est une multinationale. Quand on parlait de rétrofit, nous on fait du rétrofit pour transformer des véhicules en véhicules air comprimés. C'est notre inventeur italien qui a déposé un brevet il y a quelques années là-dessus, qui est assez complet. Et du coup, on se contente simplement de changer la tête du moteur. La tête du moteur, un moteur 2,3 litres de chez Renault, on va garder toute la mécanique. On va simplement enlever la culasse haute, qui va évidemment recevoir l'admission à air comprimé. Donc, sur un master, par exemple, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là l'année dernière pour les journées de la mobilité à Rouen, on a montré effectivement un minibus qui tournait avec de l'air comprimé. Pour vous donner une idée de chiffres, avec 1 mètre cube d'air comprimé à 400 bars, on arrive à des autonomies de l'ordre de 120 km. Alors, évidemment,
On ne va pas lutter contre les voitures particulières, on va pas aller sur ce marché-là. On va garder plutôt, effectivement, l'utilitaire et les minibus, par exemple. Donc l'année prochaine, on va avoir effectivement un premier test qui va se faire sur Rouen. Vous allez me dire, oui, d'accord, c'est pas mal, mais l'air comprimé, en fait, devient un carburant. Donc si vous imaginez que vous allez faire tourner votre compresseur avec du photovoltaïque, par exemple, ou n'importe quelle énergie propre, vous avez une chaîne qui est complètement décarbonée, avec un impact de carbone qui est vraiment ridicule, puisqu'on va réutiliser les véhicules existants. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce moteur-là, il peut être utilisé, par exemple, pour refaire de l'électricité quand on en a besoin. Donc on a un stockage d'énergie qui est disponible, justement, pour compenser les manques des énergies alternatives. Voilà. Alors, on peut aussi imaginer que la chaleur fatale, par exemple, des industries, puisse nous permettre de faire tourner des compresseurs. Et voilà, on arrive à un cercle vertueux, si vous voulez, et zéro émission, zéro pollution. Très bien. Donc, rendez-vous l'année prochaine après les premières expérimentations rouennaises. Absolument. Là aussi, des affaires à suivre de près. Merci à vous. J'en viens à vous, Sébastien Rollo. Lormoto, 5 minutes. Lormoto, qu'est-ce que c'est? Lormoto, c'est un constructeur automobile d'un genre nouveau. Pourquoi d'un genre nouveau? Parce que notre objectif est de produire des véhicules zéro émission à très longue durée de vie. Et pour ce faire, nous ne construisons pas de voitures. Donc, nous reconditionnons, nous requalifions industriellement des véhicules existants en fin de vie en véhicules zéro émission. Donc, ça a été rendu possible par l'arrêté Rétrofit qui va réglementairement permettre de mettre des véhicules dont on a changé le mode de propulsion du thermique à la batterie ou à la pile à combustible. Et notre objectif n'est pas de faire du rétrofit, c'est pas de faire des kits de transformation pour faire des véhicules, c'est de faire de l'impact et d'en faire énormément. Et pour en faire énormément, il faut s'adresser à de la mobilité de masse, donc des véhicules qui ont été produits en très grande quantité. Donc vous en avez un emblématique au milieu du salon, qui est une Renault Twingo, qui a été une des voitures les plus vendues en Europe à son époque. Voilà. Et donc le véhicule durable, finalement, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'un véhicule qui a déjà 20 ans et 200 000 km puisse faire à nouveau le 500 000 km. Vous allez me dire, comment c'est possible? C'est quoi le tour de magie? Eh bien, le tour de magie, c'est quand vous avez retiré la source de bruit et de vibration. Comme le véhicule il a été traité anti-corrosion de manière très correcte à sa conception, finalement, il est en bon état. Donc la question qui se pose derrière, c'est pourquoi est-ce qu'on va jeter un véhicule qui est en bon état alors qu'il y en a 260 millions qui circulent sur les routes? Je reviendrai sur les 260 millions parce que j'ai un ordre de grandeur. Donc nous, notre modèle de la durabilité, il n'est pas basé sur le fait qu'on va vendre des véhicules, il est basé sur le fait qu'on va les garder pour nous et qu'on va les louer. Les louer, ça implique que nous allons pouvoir les moderniser continuellement. C'est-à-dire que dès qu'une nouvelle technologie va apparaître sur le marché, imaginons technologie de charge ultra rapide, vous faites le plein de votre voiture électrique en 1 minute, eh bien moi je prends mon chargeur actuel, je l'enlève, je mets le nouveau chargeur et mon véhicule aura la capacité en question. Ou si une nouvelle pile ou un super élastique fait son apparition, on peut changer le système de stockage d'énergie. Donc notre objectif, il est là. On est propriétaire des véhicules, ce qui nous permet de les moderniser continuellement et c'est extrêmement important. C'est ce qui fait qu'on est en mesure de dire, comme le facteur d'obsolescence du moteur est retiré, il ne s'use pas, un moteur électrique ne s'use quasiment pas, qu'il va pouvoir faire à nouveau 500 000 km. Et sur une voiture de ce type, 500 000 km en 25 ans, c'est 20 000 km par an, donc je pense qu'il y a largement de la place. Je voudrais revenir sur le pourquoi on fait ça. Le pourquoi on fait ça, c'est que le contexte global sur la transition énergétique, vous le connaissez tous, il est connu, et il faut mettre toutes les solutions sur la table pour pouvoir avancer. Et on nous dit, de manière réglementaire, qu'en 2035, on arrête la vente de véhicules thermiques.
J'ai dit il y a quelques minutes qu'il y avait 260 millions de véhicules en Europe. On arrête la vente de véhicules thermiques, ça veut dire que pour les particuliers, la seule possibilité, la seule option de changement, c'est de changer pour un véhicule électrique. Si vous pensez que vous allez pouvoir jeter 260 millions de voitures, je parle que pour l'Europe, quelles sont les solutions que vous mettez en face? C'est quoi? Elle va où, la ferraille? Je vous rappelle que l'État français a vendu ArcelorMittal, qui s'est empressé de fermer la dernière aciérie d'Europe. Donc la ferraille, elle part en Asie pour revenir après. Et sur l'ordre de grandeur de ce que ça représente, parce que c'est intéressant de se figurer ce qu'est un ordre de grandeur, 260 millions de voitures, à supposer qu'elles fassent chacune 1,50 m de haut, c'est la distance Terre-Lune. Et ça, c'est ce qu'on doit jeter. Il n'est pas socialement acceptable que ça se produise. Donc nous, notre approche, c'est de dire que pour les mobilités de proximité, donc les mobilités quotidiennes, un usage de l'ordre de maximum 100 km par jour, un peu plus, mais peu importe, eh bien, un véhicule transformé en zéro émission puisse être une solution. D'accord, très bien. Alors, j'ai quelques questions à vous poser, les uns et les autres, et les unes et les autres. Une première question, en fait, que je pourrais poser à vous quatre. La personne qui souhaite répondre y répond. Je ne sais pas si c'est une question bête, mais qui me turlupine. Les constructeurs automobiles de nos 260 millions de voitures en Europe, qu'est-ce qu'ils pensent du rétrofit? Est-ce que vous en faites des partenaires? Est-ce qu'ils sont méfiants par rapport à ces solutions qui cassent peut-être les boucles d'obsolescence de leurs véhicules et donc leur rentabilité à moyen long terme? L'économie de la fonctionnalité, c'est bien venir mettre un caillou peut-être dans la chaussure de ces constructeurs. Qui veut répondre? Je me permets une première approche. Je pense qu'aujourd'hui, pour les constructeurs automobiles, le rétrofit, moi j'aime pas trop ce mot-là, mais le rétrofit représente juste rien, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais très vite, ça peut bouger. Très vite, ça peut bouger, mais le problématique qui a été décrite même dans l'atelier d'avant, c'est combien on est capable d'en mettre sur la route et à quelle vitesse. Donc on a des problématiques réglementaires. On va faire la course avec Amandine pour savoir lequel de nous deux veut homologuer son véhicule en premier. Mais non, aujourd'hui, ça représente rien, parce que ça n'existe pas. Mais donner aux consommateurs la possibilité de choisir, et peut-être que les choses changeront. Alors nous, vis-à-vis des constructeurs, on parle plutôt des constructeurs bus ou camions. Sur ces constructeurs-là, moi je parle plutôt des bus. Nous, on travaille plutôt en collaboration. C'est vrai que la transformation d'un véhicule, ça demande quand même de rentrer dans le cœur du véhicule. Donc nous, on a par l'arrêté la possibilité de se passer de l'accord du constructeur. Comme ce sont aussi nos clients par ailleurs, puisqu'ils viennent mettre au point les véhicules chez nous. Nous, chez Gunmot, on a quand même cette attitude de se rapprocher d'eux, de leur expliquer notre projet. Et leur attitude aujourd'hui, elle est plutôt bienveillante, souvent plutôt collaborative. Et le positionnement du rétrofit aujourd'hui, c'est plus une alternative à du low cost qu'à leur véhicule à eux. Et le temps qu'ils mettent au point leur véhicule, qu'ils arrivent, qu'ils industrialisent, le marché risque d'être inondé par des importations. En fait, nous, on essaye de garder en Europe le savoir-faire, développer en Europe l'emploi, pour que les constructeurs aussi puissent monter en puissance et que les agglomérations ou les consommateurs aient une alternative économique, entre guillemets, en attendant que les véhicules produits en série arrivent sur le marché. Amandine Allard, peut-être une réaction sur cette question. Et vu qu'on parlait à l'instant d'Europe, vous parliez d'une première mondiale, j'imagine que vous regardez ce qui se fait à l'étranger. Est-ce qu'il y a des pistes proches ou qu'est-ce qui se passe à l'international? Alors, sur le sujet d'avant, concrètement, on travaille avec Iveco de notre côté, et sans eux, ça serait extrêmement plus compliqué. Donc, ils jouent le jeu parce qu'ils cherchent aussi leur modèle économique. Est-ce qu'ils s'y placent ou est-ce qu'ils vendront directement du neuf, et auquel cas, ils s'intéresseront qu'à nos projets. Et puis, quant au coût, il est pour l'instant très important, donc nécessaire parce que ça n'existe pas au catalogue des constructeurs. Quand ça sortira, eh bien, si c'est moins cher qu'un rétrofit, je pense que l'argent public sera optimisé dans ce genre de dépenses. Et après, sur le sujet de la première, eh bien, on est sur le fil de la corde parce qu'on a 6 mois d'avance. Il y a plusieurs techniques disponibles. Nous, on a choisi une technique qui permet d'aller normalement extrêmement vite,
Mais derrière, rien qu'en France, vont suivre des projets tels qu'en Occitanie, où ils ont décidé de rétrofiter leur flotte de cars, et il y en a à peu près une dizaine. Il y a des choses qui frémissent aussi en Allemagne, ils ont annoncé il y a très longtemps, mais il ne s'est rien passé. Et puis, en tout cas, on a toutes les expériences Transdev aussi partout dans le monde. Bah là, c'est pareil, c'est au début des réflexions. Donc, ce qu'on va sortir, je pense qu'on aura 6 mois d'avance par rapport à d'autres transformations de vieux cars diesel en cars électriques hydrogène. 6 mois. Je peux me permettre un complément ? La partie rétrofit d'un véhicule est en opposition manifeste avec le business classique d'un constructeur, puisque le business classique d'un constructeur, c'est de vendre le plus souvent possible, ou à une fréquence la plus élevée possible, des véhicules neufs. Or, allonger la durée de vie d'un véhicule va totalement à l'encontre de cette philosophie. Donc, le rétrofit, ce qu'on peut assimiler tout ce qui gravite autour, c'est quoi ? C'est passer de l'économie de la possession à l'économie de l'usage. Et c'est pas du tout la même chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas dans nos habitudes à nous, consommateurs. Absolument. Et d'ailleurs, dans le domaine de la mobilité, Michelin avait innové autour de leurs pneus qui étaient, on était là aussi dans l'usage et pas dans la vente. Oui, vous vouliez réagir, Pascal Chadwick? Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, nous, on s'adresse aussi aux constructeurs à terme. Ils vont être obligés d'arrêter les chaînes de moteurs diesel, par exemple. Nous, on est une solution pour continuer, effectivement, à ce que leur chaîne continue de produire, quoi. Et en termes de coûts aussi, parce qu'on parlait de coûts, une station de recharge plus la transformation d'un véhicule, si on fait le coût après par rapport au diesel, on est à la moitié du diesel. Alors évidemment, comme les bonbonnes sont assez lourdes, on va avoir des autonomies qui vont être limitées. Mais c'est pas grave parce que le fait de faire le plein, ça prend quelques minutes. On n'a pas le problème de la recharge. Alors justement, une question que je voulais vous poser, alors très rapidement parce qu'il faut qu'on conclue, Pascal Chadwick, parce qu'on connaît un peu mieux les bornes pour les véhicules hydrogène, électriques. Air comprimé, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des dangers ou des spécifications de sécurité particulières? L'air n'est pas vraiment inflammable, hein. Donc en termes de sécurité, on est quand même beaucoup mieux loti. Il y a moins ces soucis de réglementation. C'est uniquement la pression qui peut faire le danger, c'est tout. Et les bonbonnes, pour l'instant, dans les véhicules, on prend ceux qui étaient homologués au gaz. Hein, c'est de l'aluminium avec carbone. Elles sont testées, elles sont certifiées, nous, on n'a aucun problème de sécurité par rapport à ça. Très bien, bien. Merci à vous quatre, Amandine Allard, Laurent Chognard, Pascal Chedeville et Sébastien Rollo. On peut vous retrouver dans l'espace salon pour en savoir plus et poser des questions un peu plus détaillées sans doute que les miennes. Merci à vous. Oui. Nous, on n'a pas de stand, mais si vous voulez voir ce qu'on a fait, vous allez sur YouTube, vous tapez Anthos AirPower et vous allez voir tout ce qu'on a fait. Très bien. Anthos AirPower dans votre moteur de recherche préféré et sur YouTube. Merci à vous quatre.